Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Nous rendons grâce à Dieu, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Vous qui nous suivez, frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission Diamant Onéré, une initiative du Centre culturel islamique du Burkina en collaboration avec l'URCB-SD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Aujourd'hui, nous parlons du rôle de l'autonomisation économique de la femme et pour ce faire, nous sommes avec Madame Adja Azeta Ouedraogo Denga, qui est femme entrepreneur, également bien au parfum des dynamiques islamiques dans notre cher pays, le Burkina Faso. Elle est entrepreneur. Elle est également bien au parfum des dynamiques islamiques dans notre pays et également active pour la promotion de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Adja, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, dites-nous, femme musulmane et entrepreneuriat, est-ce facile? Ça dépend. Je dirais pour moi que c'est facile. Parce que je dois dire que je suis déjà fier d'être musulmane, parce que l'islam est la religion qui reconnaît la valeur de la femme et qui lui a accordé des droits et des devoirs selon ses différents statuts, qu'elle soit fille, qu'elle soit mère ou épouse. Et je dirais que dans la religion musulmane, nous avons des figures, de grandes figures, parmi les femmes du prophète qui ont été dans l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas nouveau sous les cieux, j'ai envie de dire, pour une femme musulmane. On s'est dit aussi qu'il y a barrières culturelles, parce que dans notre environnement aussi, à un moment donné, la femme n'a pas été placée aussi au cœur du développement quand on analyse certains indicateurs. C'est juste, mais j'ai envie de dire que tout cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Moi, j'ai évolué dans un secteur où papa et maman étaient entrepreneurs, où très tôt, je dirais qu'on m'a encouragé à me sentir pleinement responsable de mes décisions, à faire les choix qui me convenaient. Et plus tard, marié, j'ai eu un mari qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours accompagné. Donc je dirais que peut-être que j'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu où depuis toujours, je pense que j'ai été suffisamment indépendante et autonome. Donc c'est dire aussi que l'environnement peut facilement contribuer. Oui, l'environnement contribue énormément à l'épanouissement de la femme et puis, j'allais dire, à sa confiance en soi, c'est sûr. D'accord. Pour cette émission, nous parlons du rôle de l'autonomisation économique de la femme. Déjà, que vous inspire cette thématique? C'est une thématique d'actualité et d'intérêt parce que tout le monde le sait, la femme représente quand même plus de 50% de la population. Et lorsqu'elle est autonome, lorsqu'elle est épanouie, c'est sûr que c'est toute la société qui y gagne. Voilà, à commencer par la famille nucléaire, plus tard la société et tout le pays. Et il est de ce fait-là important que on puisse accompagner la femme à acquérir donc la pleine responsabilité de sa vie, à pouvoir opérer ses propres choix et à participer pleinement à la vie de la société dans tous les domaines. Maintenant, quand on parle aussi d'autonomisation économique de la femme, quelle est la définition, quelle compréhension devons-nous avoir? Pour moi, l'autonomisation économique de la femme, c'est de permettre à la femme de pouvoir être indépendante financièrement, de pouvoir non seulement subvenir à ses propres besoins, mais je dirais plus être utile sur le plan financier aussi à d'autres personnes. Voilà. Qu'elle puisse non seulement s'assumer financièrement, mais aider aussi d'autres personnes qui ont certainement des besoins dans son milieu familial ou en tout cas dans d'autres milieux. C'est comme ça que je l'entends. Est-ce à dire aussi que l'autonomisation économique de la femme participe à l'épanouissement de la femme et par ricochet au développement de la société? Exactement, exactement. Je disais la dernière fois que dans le mot épanouissement, on va forcément retrouver l'autonomisation économique, même si à contrario l'inverse n'est pas juste. On peut être autonome sur le plan
économique sans être épanoui. Mais lorsqu'on est épanoui, je crois qu'à quelque part, l'autonomisation économique y participe, forcément. Voilà. Alors aujourd'hui, pourquoi, selon vous, on est obligé ou amené à mettre l'accent sur l'autonomisation économique de la femme? Je pense que si on fait une lecture de l'histoire, il y a certainement des raisons qui l'expliquent, mais je vais essayer de l'expliquer par ma propre lecture et très simplement. Il est plus facile pour moi de porter une charge à deux que de la porter seule. J'ai tantôt dit qu'on sait que les femmes représentent plus de 50% de la population et je crois qu'au regard des crises que le monde a connues, continue de vivre et connaîtra certainement par la suite, même ceux qui pensaient pouvoir développer le monde seul sans la femme se rendent compte qu'il y a des limites et qu'on a besoin en tout cas d'un effort conjugué de tous les fils et de toutes les filles d'un pays, d'une nation, pour contribuer à son économie, pour contribuer à son développement. Donc, je pense qu'il y a des faits qui parlent plus que des analyses. C'est comme ça que moi je le dis. Un homme qui pense pouvoir faire tout seul, se rend vite compte tenu de certaines contraintes, de certaines réalités, qu'il serait plus facile qu'il se fasse accompagner par une femme. Voilà, ça c'est ma lecture simple, sans rentrer dans le fait historique. Voilà. Donc c'est très bien dit, merci pour ces éléments de précision. Alors dites-nous un peu l'activité économique, est-ce qu'elle a des fondements en islam? Oui, l'activité économique a des fondements en islam. Je l'ai dit tantôt, déjà quand on regarde du côté des femmes, on sait que la femme du prophète Khadija, que Dieu l'agrée, qui est la mère des croyantes, a été une grande femme d'affaires et qu'elle a beaucoup contribué à la propagation de l'islam dans le temps. Et même si on retourne à la source même de l'islam en se référant au verset coranique, on peut voir que dans le chapitre dédié aux femmes, qui est notamment le chapitre 4, les femmes du Coran, au niveau du verset 32, on reconnaît que la femme, aussi bien que l'homme, peut avoir une liberté de possession et de gestion du bien. Et plus loin, dans le verset 29, la liberté de travail, de commerce et d'entreprendre y est consacrée. Donc, je pense que si c'est dans le Coran, il y a beaucoup de hadiths qui le corroborent. On est vraiment à l'aise pour faire de l'entrepreneuriat en islam. Est-ce que aussi dans vos différentes activités, vous rencontrez d'autres femmes musulmanes qui sont épanouies dans ce qu'elles font et que cela a un impact sur leur famille? Oui, effectivement, il y a des femmes, certaines femmes sont à la lumière, mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes dans l'anonymat qui sont dans l'activité économique et qui concourent énormément à l'épanouissement des familles au Burkina. Et ça, vous le voyez tous les jours, vous le savez, vous savez que les femmes portent beaucoup les charges au niveau des ménages, au niveau du Burkina. La preuve, vous les voyez dans tous les secteurs, vous les voyez très tôt le matin sur les voies, en train d'aller donc à la quête de quelques pittances pour pouvoir subvenir aux dépenses de la famille. Et je dirais que, pour ne pas citer de nom, il y a énormément de femmes vraiment qui œuvrent pour que les ménages soient épanouis. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'épanouissement de la femme et la consolidation de la paix dans une société? Très certainement, très certainement. Lorsqu'on est épanoui, cela veut dire qu'on a forcément plus confiance en soi, on a forcément plus de rapport harmonieux avec son environnement, avec les autres. On a moins de colère en soi, on a moins de ressentiment et je veux dire que lorsqu'on est épanoui, on dégage beaucoup plus de valeurs positives qui concourent donc à mieux vivre en société avec ses collaborateurs, avec ses voisins, que lorsque nous avons des raisons, en tout cas, de nous en vouloir d'une manière ou d'une autre, ou de nous sentir pas comme on le souhaite d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, vous avez
beaucoup parlé de l'exemple de Khadija. Parlez-nous en détail. Qui est cette femme pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne connaissent pas l'islam et qui ont envie de la connaître? Parce qu'on a beaucoup parlé d'elle en tant que femme entrepreneur, en tant que femme musulmane, la mère des croyants également. Revenez un peu sur la partie de l'histoire de Khadija qui a beaucoup contribué à votre engagement. Ok, merci bien. On peut dire que Khadija, la mère des croyantes, est la première femme du dernier des prophètes, paix et salut sur lui. Et qu'elle a commencé à faire travailler le prophète dans ses affaires, même avant qu'il ne se mette en couple. Et c'est une grande femme d'affaires qui faisait dans le commerce des marchandises. On peut citer notamment les tissus, les épices, les parfums, etc. Et qui était bien connue donc, dans son environnement, très respectée, très respectueuse, et qui engageait en dehors du prophète, paix et salut sur lui, des hommes pour aller voyager et puis lui ramener des marchandises qu'elle vendait. Et c'est cette dame-là qui s'est mise en couple avec le prophète à un moment donné et qui, comme elle était immensement riche, a mis sa fortune à la disposition de son époux pour l'accompagner dans sa mission. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Donc c'est une dame qu'on respecte beaucoup dans le milieu musulman et qui constitue vraiment un exemple et une fierté pour nous en tant que femmes et en tant que musulmans tout court. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer qui peuvent constituer des repères pour la jeune fille musulmane? Oui, je dirais qu'il y a des leçons à tirer, pas seulement pour la jeune fille, mais même pour les parents et toutes les personnes qui gravitent autour de la jeune fille et qui devraient vraiment l'accompagner dans le processus de son autonomisation et de son épanouissement. La jeune fille doit savoir qu'en tant que jeune fille, elle est très aimée par la religion musulmane et que très très tôt, l'islam lui reconnaît des droits. L'islam lui reconnaît l'égalité des droits là où des civilisations, je dis, là où dans le monde civilisé, dans des pays dits civilisés, il a fallu arracher ces droits-là de haute lutte. On recommande à son père de l'aimer, de la traiter à égalité comme il traiterait ses fils. Ensuite, quand elle se marie, on recommande à son mari de l'aimer parce qu'on dit que le meilleur des maris est celui qui est le meilleur envers sa femme. Et en tant que mère, tout le monde connaît ce fameux hadith qui dit que le paradis des enfants se trouve sous les pieds de leur maman. Donc je dirais à la femme musulmane qu'elle a vraiment le droit de bien se sentir, d'être fière de sa religion et d'avoir confiance, pleinement confiance à ses capacités et à vraiment s'investir pour prendre la pleine responsabilité de sa vie. Amen. Adja, maintenant la question que je me pose, c'est que tout est bien dit. On a des repères, on a des références dans le Coran, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez l'exemple de la mère des croyantes, Khadija. Alors maintenant, on a envie de se demander qu'est-ce qui constitue les barrières à l'autonomisation de la femme dans un pays comme le Burkina Faso? Beaucoup de facteurs, mais en premier lieu, je dirais que c'est peut-être les barrières traditionnelles, culturelles. Et je ne sais pas s'il faut aussi parler de peur ou pas, mais j'ai l'impression que à quelque part, certains hommes, je ne dirais pas tous les hommes, ont peur d'une femme suffisamment indépendante sur le plan financier et même, je dirais, tout simplement une femme indépendante. Beaucoup croient qu'elle constitue donc une menace, alors que pour moi, c'est vraiment le contraire. Dans certains contextes, la femme est considérée comme un être inférieur. Il y a même des milieux où on ne la met pas à l'école parce que voilà, elle ne reste pas dans la famille. Elle a appelé à aller dans une autre famille pour enrichir cette famille-là, en oubliant que dans notre famille, nous allons accueillir aussi des femmes et que si nous permettions à notre fille d'aller enrichir la famille de quelqu'un d'autre, peut-être que la fille de quelqu'un d'autre viendra enrichir notre propre famille. C'est des préjugés,
c'est une mauvaise lecture peut-être des préceptes islamiques et c'est surtout, j'allais dire, certaines coutumes, anciennes coutumes qui ont du mal, donc qui ont la peau dure, voilà, qui font que il y a des barrières à l'épanouissement de la femme et à l'autonomisation économique. Et est-ce qu'au niveau de notre communauté, il y a des actions à entreprendre pour lutter contre ces barrières-là? Oui, je dirais oui. Et je pense qu'il faut que les leaders religieux qui connaissent très bien les textes de l'islam se positionnent en premier plan. Et peut-être que pour cela, il faut que les associations de femmes s'organisent pour aller vers ces leaders-là et puis demander leur collaboration et puis effectuer un plaidoyer. Parce qu'on sait que même quand les droits sont reconnus, ce n'est pas toujours évident, comme je l'ai dit, parce que peut-être que certains ont peur que les femmes s'autonomisent. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain si une femme devient indépendante. Et en même temps, j'ai envie de dire que l'islam prône quand même d'avoir un bon comportement parce qu'on dit qu'il n'y a pas de religion lorsqu'il n'y a pas le comportement qui accompagne donc la foi. Et une femme qui connaît très bien sa religion, connaît bien sa place auprès de son mari, auprès de ses parents, auprès de ses enfants. Et j'ai envie de dire que les femmes et les leaders religieux devraient travailler main dans la main pour passer un message positif par rapport à ce processus d'autonomisation de la femme-là, et dans les mosquées, dans les milieux où c'est possible, et initier même des actions, des projets pour accompagner les jeunes filles, les jeunes dames qui veulent entreprendre mais qui ont peur ou qui n'ont pas suffisamment de ressources, pour qu'ensemble, on puisse aller vers un monde meilleur où la femme contribue pleinement à la vie de sa famille et de sa nation. On a vu là le rôle des leaders communautaires. Est-ce que aussi la femme, comment elle peut faire pour sortir des préjugés, vaincre la peur et puis se lancer? Parce qu'on dit aussi que l'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est vrai, tout ce qui est bien. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat qui n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont bonnes, qui sont faciles, mais il faut reconnaître que ce qui est bien n'est pas forcément facile. Alors, la question à se poser, c'est juste de savoir si c'est bien, si la difficulté elle est temporaire ou elle est pérenne, si c'est juste un chemin à parcourir pour aller vers la félicité, vers ce qu'on souhaite. Et pour cela, il faut encourager l'éducation de la femme. Il faut encourager, j'allais dire, l'information de la femme. Et il faut vraiment travailler à l'accompagner pour son développement personnel et l'aider à libérer son potentiel et à développer son leadership. Et je pense que sur ce plan-là aussi, on peut mettre en place des projets d'accompagnement, de développement personnel et de leadership qui vont leur permettre de renforcer leur confiance en elles-mêmes. Parce que dès qu'on a de l'estime pour soi, lorsqu'on a foi en son potentiel, en sa capacité, et lorsqu'on est confiante, on peut pousser des ailes puis voler très haut. Certains aussi parlent de solidarité intergénérationnelle entre les aînés qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, qui ont eu du parcours, qui ont eu de l'expérience, qu'elles aussi puissent avoir des opportunités de parler de leur expérience, parler de leur vie aux plus jeunes, de sorte à ce que la flamme de la motivation puisse être transmise de génération en génération. Si vous pensez que ça peut être une solution envisagée. Ça peut être une solution et je crois qu'il y a déjà des initiatives dans ce sens. Parce que personnellement, j'ai déjà assisté à plusieurs activités de jeunes sœurs qui ont pris l'initiative d'encourager l'entrepreneuriat dans le milieu musulman et qui nous convient en tant qu'aînés à venir échanger avec elles, à partager nos expériences. Et je suis marraine d'une association que j'accompagne de manière pérenne et je contribue autant que je peux à leur activité. Et les initiatives existent, peut-être qu'il faut les multiplier et les encourager. Il y a multiplier les initiatives, les encourager, mais il y a aussi leur donner un coup de visibilité parce qu'on est dans un contexte où quand vous faites des choses qui marchent et que ce n'est pas porté, que ce n'est pas capitalisé, du coup, souvent ça peut jouer sur l'impact. Effectivement, je le prends comme des éléments sur lesquels il faut travailler et puis améliorer ce qu'on vient de dire.
Et c'est en cela que je salue une initiative comme celle qu'on est en train d'avoir actuellement, qui permet justement de commencer à travailler sur cette visibilité-là. Et j'espère que d'autres organisations ou en tout cas d'autres associations vont emboîter le pas. Et de toute façon, c'est un appel aussi à y réfléchir. Et pourquoi pas monter, peut-être qu'il faut monter aussi des projets dans ce sens-là, effectivement, pour porter à la lumière tout ce qui se fait. Ça pourrait inspirer d'autres personnes. J'ai une question qui peut être un peu difficile, mais je vous fais confiance pour répondre à la question. Alors, quand vous regardez l'avenir, quand vous regardez aussi, vous tenez compte du présent et des réalités en matière de bien-être socio-économique de la femme, est-ce que vous avez peur ou vous avez confiance du lendemain? Personnellement, je ne connais pas la peur parce que je suis foncièrement optimiste. C'est peut-être un don. Et je remercie toujours le bon Dieu de me l'avoir donné. Et je me dis aussi que si aujourd'hui dépend d'hier, c'est que nous pouvons limiter ou anticiper ce qui peut arriver demain en commençant par poser les bonnes actions aujourd'hui. Parce que ce qu'on va récolter demain dépendra de ce qu'on va s'aimer aujourd'hui. Donc, demain sera difficile ou pas difficile en fonction de ce que nous allons faire aujourd'hui pour préparer demain. Comme ça que moi je vois la chose. Merci beaucoup, très bien répondu. Et puis aussi, ça nous interpelle à savoir agir utile, faire les choses comme il se doit, pouvoir récolter les meilleurs fruits demain. Alors maintenant, je vais vous poser une question face à la caméra. Votre rêve sur l'autonomisation économique de la femme musulmane. Vous regardez la caméra, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire qui vous tient à cœur? Le rêve, c'est que chaque femme du Burkina, et je dirais même du monde entier, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, quelle que soit en tout cas la région qu'elle vienne, que ce soit un milieu urbain ou un milieu rural, puisse vivre utilement, vivre épanoui, vivre reconnu, accompagné surtout. Je rêve que partout où il y a une femme, que les personnes qui sont autour, qui peuvent l'aider à s'améliorer, qui peuvent l'aider à aller de l'avant, puissent l'accompagner pour qu'elle vive heureuse, parce qu'épanouie, elle pourra contribuer au bonheur du monde entier et de son environnement. Donc je rêve tout simplement que chaque femme soit vraiment libre, heureuse et contente et accompagnée par son milieu. Est-ce que cela aussi va impacter sur la paix? Un message de paix aussi? Oui. Vous savez que nous sommes au Burkina et on dit toujours que dans la cour du chef, il y a toujours une femme qui est dans la maison et qui conseille le chef. Et on dit aussi que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Je suis sûr que si les femmes sont posées, si elles sont épanouies, elles sauront conseiller les hommes même quand elles ne pourront pas le faire directement. Et c'est elles qui sont en première ligne aussi dans l'éducation des enfants, ne l'oublions pas, parce que c'est les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Donc quand la femme se met dans son rôle d'éducatrice, de conseillère, il n'y a rien à faire, elle va prôner la paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, c'est les femmes qui sont les premières victimes. Quand un fils meurt, ça déchire le cœur d'une mère. Quand un époux meurt, ça laisse un grand fossé. Donc je crois que s'il y a quelqu'un qui veut vraiment la paix et qui prône la paix, c'est d'abord les femmes, parce qu'elles sont les plus rudement touchées quand il n'y a pas de paix dans nos communautés. Message de cœur de notre invité sur le plateau de l'émission Diama Bionere. L'invitation est lancée pour bâtir la paix de demain. Il est temps d'agir utilement pour l'autonomisation de la femme et c'est maintenant. Madame, nous sommes à la fin de notre entretien. On va vous dire grand merci. C'est moi qui vous remercie pour l'initiative et pour la considération qui a été donnée à ma modeste personne de pouvoir participer à votre programme et à cette émission. Merci à tous ceux qui nous regardent également. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons plein succès dans vos activités, qu'Allah soit toujours au contrôle. Amin. Et qu'il facilite la prospérité de vos affaires. Amin. Sinon, on sait que si vos affaires prospèrent,
nous aussi, ça va nous arriver. Inch'Allah. C'est déjà arrivé. D'accord, voilà, sur ce sourire, nous vous disons infiniment merci d'être resté en notre compagnie pour suivre ce numéro de Diamant Béonéri qui, je rappelle, est une émission du CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec l'appui de l'URCBSD, l'Union des religieux et coutumiers pour la santé et le développement. Nous avons parlé du rôle de l'autonomisation économique de la femme en islam et bien sûr de ce rôle-là, c'est de contribuer à la consolidation de la paix, à renforcer le vivre ensemble et quand nous puissions bâtir un Burkina Faso de paix, de développement inclusif et participatif. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.